Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Voilà, il est très exactement 8h35. C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens, avec une revue de la presse que nous allons débuter avec une rencontre prévue ce matin à Jérusalem, une rencontre intéressante entre le chef de la diplomatie allemande Sigmar Gabriel, une rencontre à la demande de Gabriel lui-même qui met fin à plusieurs mois de brouille et de tension entre les deux hommes. En effet, rappelons-le, en avril dernier, Benjamin Netanyahou avait décidé d'annuler à la dernière minute un entretien qui était prévu de longue date avec son homologue allemand. Pour son homologue allemand, le chef de la diplomatie allemande, pour une simple et unique raison, il avait annulé cette rencontre. Gabriel avait en effet tenu à rencontrer lors de sa visite en Israël à l'époque les dirigeants de l'ONG d'extrême gauche Breaking the Silence. À l'époque, M. Netanyahou avait clairement expliqué qu'il ne rencontrerait plus les personnalités politiques qui s'entretiendraient avec des responsables d'ONG de ce type, qui salissent délibérément les soldats de Tsahal, en particulier à l'étranger. L'affaire avait donc provoqué une tension entre Israël et l'Allemagne, mais depuis, cette tension s'est apaisée. Et pas plus tard que la semaine dernière, Benjamin Netanyahou, vous le savez, a rencontré à Davos Angela Merkel. Il a débattu de la menace du nucléaire iranien avec elle, entre autres. Ce dossier pourrait d'ailleurs être l'une des raisons qui ont poussé Benjamin Netanyahou à enterrer la hache de guerre avec Gabriel. En effet, M. Netanyahou tente actuellement de persuader les pays signataires de l'accord de Vienne de procéder à des modifications des amendements de cet accord afin qu'ils ne puissent pas permettre à Téhéran de se doter de l'arme nucléaire dans un proche avenir. Il faut donc préciser encore 2 points. Qu'au milieu du mois de décembre dernier, Gabriel avait fait l'objet de critiques renouvelées en sous-entendant que l'État d'Israël était un pays qui lui rappelait une forme d'apartheid. Et enfin, Gabriel est en Israël pour participer à la convention annuelle de l'Institut des études pour la sécurité nationale de Tel Aviv, qui se tient donc actuellement à Tel Aviv. Après la polémique avec la Pologne autour de la loi votée la semaine dernière par le Parlement polonais, une loi interdisant toute mention d'un lien entre la Shoah et le peuple polonais, eh bien c'est au tour de l'Irlande de se lancer dans un projet de loi qui, cette fois, ne manque pas déjà de susciter également la colère en Israël. Le Citoyennet indique ce matin que le Parlement irlandais a décidé de considérer comme une infraction au code pénal tout accord commercial conclu entre une société irlandaise et des sociétés israéliennes installées en Judée et en Samarie, ainsi que dans Jérusalem-Est et même sur le plateau du Golan. Et donc, ce projet de loi interdirait l'importation vers l'importation à partir donc d'Israël de ces produits venant des implantations en Irlande. Et donc, comme dans le cas de la Pologne, Benjamin Netanyahou a immédiatement réagi. Il a convoqué pour aujourd'hui l'ambassadrice d'Irlande en Israël pour une conversation d'éclaircissement. C'est le directeur général du ministère israélien des Affaires étrangères qui rencontrera tout à l'heure l'ambassadrice d'Irlande en Israël et qui lui dira qu'un tel projet cautionne l'action du BDS et porte atteinte à l'État hébreu. Apparemment, la réaction rapide du Premier ministre a déjà eu un impact puisque selon le Haaretz, le gouvernement irlandais a reporté le dépôt de cette loi devant le Parlement et le chef de la diplomatie irlandaise a exprimé son opposition au vote d'une telle loi. Il faut souligner que certains militants de l'extrême gauche israélienne ont appuyé la démarche des parlementaires irlandais et ils ont affirmé qu'il fallait boycotter les compagnies qui commerçaient avec des sociétés israéliennes installées en Judée et en Samarie. Et encore un point qui est mentionné dans le Israël Hayom ce matin, le Danemark a fait voter il y a quelques jours une résolution visant à distinguer dans les accords commerciaux bilatéraux avec Israël le territoire israélien des territoires de Judée et de Samarie. En réaction, le ministère israélien des Affaires étrangères a convoqué là encore l'ambassadeur danois et lui a signifié que cette décision allait conduire Israël à cesser de développer ses relations bilatérales et commerciales en particulier avec le Danemark. Le Israël Hayom consacre ce matin une partie importante de sa première page à un dossier de société très controversé, la décision du gouvernement israélien d'expulser vers un pays africain tiers, le Rwanda, des milliers d'infiltrés africains entrés illégalement en Israël. Nous en avons parlé hier avec notre invité de la rédaction, l'avocat maître Jean-Marc Liling. D'une certaine manière, cette première page du Israël Hayom est la négative des premières pages consacrées par le Yediot Aharonot à ce même dossier au cours des derniers jours, ce qui nous permet de dire entre parenthèses
que ce matin, nous n'avons pas eu le plaisir de recevoir le Yediot Aharonot, donc pas de possibilité de mentionner ce journal dans cette revue de la presse, autrement que comme celle-là. Deux conclusions importantes donc dans cette une du Israël Hayom. La première est que selon un sondage, la majorité de la population israélienne, c'est-à-dire 58% des Israéliens interrogés, est favorable à l'expulsion de ces infiltrés illégaux. 51% des personnes interrogées considèrent que ces réfugiés africains ne sont rien d'autre que des infiltrés sociaux qui veulent trouver en Israël un meilleur niveau de vie que celui qu'ils ont dans leur pays d'origine, généralement le Soudan, le Darfour ou l'Érythrée. Seconde conclusion, un émissaire des Nations Unies en place au Rwanda a totalement démenti les informations distillées ces derniers jours donc par certains médias israéliens sur lesquels les infiltrés expulsés au cours des derniers mois d'Israël se retrouvent en danger de mort au Rwanda et ne sont pas pris en charge par le gouvernement rwandais. Selon les habitants de Kigali, la capitale du Rwanda, aucun habitant ici ne se sent menacé. Et aujourd'hui, le Rwanda, qui fut il y a effectivement 24 ans le théâtre d'un massacre de plus d'1 million de ses citoyens, est considéré aujourd'hui comme, je cite donc dans cet article, je cite cet émissaire de l'ONU, comme la Suisse de l'Afrique. Les sites d'information et les quotidiens israéliens soulignent ce matin que l'inspecteur en chef Roni Ritman de la police israélienne, qui a été contraint de démissionner de son poste de patron du département des investigations à la suite d'accusations de harcèlement sexuel, restera probablement dans la police, mais il ne pourra pas recevoir de poste à hauteur de ses compétences professionnelles, et ce à la suite d'une décision du ministre de la Sécurité intérieure Gilad Ardan et d'un blâme qui lui a été administré hier par le patron de la police, René Alcher. Roni Ritman aurait voulu être nommé au poste de directeur du département de la sécurité routière, mais pour Gilad Ardan, il n'en est pas question, et les analystes israéliens et les spécialistes du dossier lié à la police indiquent ce matin que, comme le fait le Haaretz, que le ministre de la Sécurité intérieure veut apparemment pousser l'inspecteur en chef Roni Ritman en dehors de la police israélienne. Les journaux mentionnent la conférence internationale sur les cybertechnologies, Cybertech, qui se tient actuellement à Tel Aviv, et les journaux mentionnent la tenue de ce rassemblement, en particulier en insistant sur les propos tenus dans ce cadre par le patron du Shin Bet, Nadav Argaman, hier. Pour lui, l'État d'Israël est aujourd'hui l'une des superpuissances mondiales en matière de cyber, et il se distingue en particulier dans le domaine des services de renseignement qui sont parmi les plus performants et sont en étroite relation avec des services de renseignement étrangers, dit donc Nadav Argaman. C'est aujourd'hui, nous l'avons dit, Tou Bishvat, le nouvel an des arbres, et les quotidiens nous montrent des écoliers qui ont devancé d'un jour la tradition de cette plantation d'arbres. Le KKL a décidé de placer cette année ces plantations qui vont être donc réalisées aujourd'hui également dans l'ensemble du territoire israélien sous le signe de l'unité au sein de la société israélienne. Et puis toujours à l'occasion de cette fête qui donne lieu, selon la tradition, à d'impressionnants repas de fruits, le ministère de l'Agriculture a distribué hier quelques 5 tonnes de fruits secs aux passagers des trains israéliens. Enfin, le ministère de l'Éducation a initié ces jours-ci un projet visant à rapprocher les jeunes écoliers et lycéens israéliens de la terre d'Israël en les encourageant à participer à des récoltes ou des plantations dans des fermes israéliennes. Mais dans certains médias nous rappellent également que Tou Bishvat, comme nous l'avons dit, c'est aussi l'anniversaire de la Knesset, le 69e anniversaire de la Knesset, qui sera célébré aujourd'hui, comme le veut la tradition, par une session spéciale du Parlement israélien. Et cet anniversaire, pour le Israël Hayom, c'est l'occasion de dresser un petit bilan de l'activité parlementaire. Une première conclusion à propos de cette 20e Knesset: il s'avère que, mesdames les députées, sont plus actives que messieurs les députés. Elles ont en effet déposé au cours des 2 dernières années 2 fois plus de projets de loi que messieurs les députés. Voilà, c'est la fin de cette revue de la presse et des médias. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.